Je suis très heureux vraiment de recevoir aujourd'hui Catherine Ney. Merci beaucoup d'être là, chère consoeur. Merci à vous Pour aussi. le deuxième tome de vos mémoires. Alors il y a eu un énorme succès de Souvenirs, Souvenirs. Et là maintenant c'est Tu le sais bien, le temps passe. C'est la suite du premier qui a déjà, j'ai beaucoup regretté de ne pas vous avoir invité pour le premier. C'est ma faute, j'ai pas osé. Vous savez. Mais non, je ne vous savais pas aussi timide. Je suis très timide. Oui. Donc là, on pourrait commencer peut-être par dire comment vous êtes devenu journaliste. Vous le racontez dans le... Je raconte dans le premier. Évidemment, je pourrais raconter que j'avais une cause à défendre, ou pas du tout, du tout. Je l'ai raconté parce que c'est vrai, j'étais dans le train avec ma mère et mes frères, et nous partions en Touraine, comme tous les ans, rejoindre ma grand-mère. Et puis nous étions dans le wagon d'à côté, et sortit une jeune femme qui est venue fumer en baissant la vitre, et que je regardais, et je voyais une femme libre qui regardait l'horizon, mais avec un air de contentement, de plénitude. Et je me disais, cette femme, elle est bien dans sa vie, elle est libre. Elle devait avoir 20 ans, 22 ans. Et je la voyais voyager seule, sans sa famille, sans ses frères. Et je me disais, elle est journaliste. Et j'avais dit à ma mère, je veux être journaliste. Voilà, parce que je pourrais dire que ma grand-mère était assez féministe. Elle avait été écouter Louise Weiss, qui était pour une suffragette qui vraiment, avant, dans les années 20, était très active pour demander le vote des femmes. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est l'idée que quand on est journaliste, on est une femme libre. Voilà. Et où avez-vous commencé votre carrière ? Eh bien, j'ai commencé à l'Express parce que quand j'ai quitté Périgueux, et parce que je voulais être journaliste, et j'avais compris que si on voulait faire une carrière, il fallait aller à Paris et pas à Bordeaux, où j'aurais dû aller, où mes frères faisaient leurs études. Et donc j'avais dit à mes parents que je voulais faire HEC-JF, parce qu'à l'époque, HEC n'était pas une école mixte. J'avais été la préparer à l'Institut des sciences et techniques humaines. Je partais avec une amie, mes parents m'ont laissé partir. Je crois que ma taille a fait que c'était un préjugé de responsabilité, voilà, parce que j'étais grande et que j'ai jamais été petite, et que d'enfant, je crois que j'ai toujours été adulte, et je suis partie, mais moi, j'avais pas du tout envie d'être une femme cadre. Donc, je voulais être journaliste, et j'avais une obsession. L'Express était sorti en news magazine 2 ans avant, et je me disais, là, c'est le chic absolu. D'abord, il y avait vous savez, vous vous souvenez des journaux de l'époque, quand on lisait les journaux, on avait les mains toutes noires, parce qu'il y avait la encre, bon, tout ça, je trouvais ça désagréable. Tandis que ce nouveau journal en papier glacé, on pouvait le lire sans se salir les mains, et puis surtout, il y avait un condensé de tout ce qu'on avait envie de savoir. La politique, l'économie, la politique étrangère, les faits de société, oui, tout y était, et puis ce couple mythique de Servan-Schreiber et de Françoise Giroud, qui était, vous voyez, c'était pour moi la grande classe, et puis surtout la compétence. C'était un couple moteur pour des journalistes. Donc je me suis dit, si je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un à l'Express, j'essaierai d'avoir un stage et d'y aller. Et c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. J'ai commencé par faire un stage, et évidemment, je n'ai pas été reçue à HEC, j'ai commencé une licence de droit à Assas, mais moi je voulais travailler tout de suite. Moi ce que je voulais, c'est travailler, gagner ma vie. Et pour être journaliste, et c'est vrai que je suis entrée à l'Express, Jean Ferniaud ne m'a pas gardée, parce que voilà, comme ça, il n'était pas très féministe. Et il faisait partie de ces journalistes de la 4e République où on était entre soi, il y avait pas comme il disait, il n'y a pas de bonne femme. Voilà, bon, donc il ne voulait pas de bonne femme. Et puis Claude Imbert est arrivé. Et comme j'avais gardé des amis, Jean-François Kahn, Suffert, Michel Cotta, ils m'ont dit mais non, il faut qu'elle revienne. Et voilà, je suis revenue, voilà, c'est comme ça. Et pour moi, ça a été merveilleux parce que travailler pendant 7 ans avec Françoise Giroud, parce qu'on voyait assez peu Jean-Jacques Servan-Schreiber,
C'était une école de journalisme. Parce que vous voyez, j'ai eu la chance d'assister aux conférences de rédaction tous les lundis où on préparait le journal, où je voyais Françoise qui interrogeait tous les chefs de service, qu'est-ce qu'on allait mettre dans le journal. Il s'expliquait sur tous les sujets, la politique, l'économie. Bon, donc c'était très, très, très formateur. Et elle les poussait dans leur retranchement, leur demandait pourquoi ils voulaient faire ce sujet, vous voyez. Et puis moi, je travaillais pour Georges Suffert, qui avait quand même un petit ennui, c'est qu'il faisait les cover stories, vous savez, ces grands papiers politiques, mais il avait une idée préconçue de ce qu'il voulait dire. Donc il m'envoyait sur le terrain, puis je lui faisais des notes qui n'entraient pas toujours. Si ça ne correspondait pas. Ça ne correspondait pas. Alors quelquefois, il lui arrivait de faire dire le contraire de ce que m'avait dit. Alors là, ça devenait un drame, et donc je disais à Claude, j'ai dit, là, moi, je vais passer pour une idiote, non, moi, je ne veux plus travailler pour Georges, parce que quand il avait 18 feuillets à écrire, ce qui pour moi était une montagne, il travaillait, il se mettait dans un fauteuil, il bourrait sa pipe, mettait les pieds sur la table en face de lui, et puis avait sa secrétaire en face à la machine. Il dictait 2 ou 3 ouvertures, non, ça ne va pas. Et puis après, une fois qu'il avait la bonne, il dictait 18 feuillets. Il était emporté par son élan et regardait à peine mes notes, vous voyez. Mais c'était quand même un grand journaliste, vous voyez. Ouais. Et donc, il m'invitait à déjeuner pour se faire pardonner, et il me racontait toute sa déception de Mendes. Il avait été très mendéciste, il avait fait une revue avec lui dont j'ai oublié le nom, et puis il disait c'est un type qui ne se décidait pas, qui connaissait personne, qui était de mauvaise foi. Il n'avait jamais compris qu'il est par allié de Gaulle. Alors donc il l'avait rejeté, il était devenu très pompidolien. Il admirait Pompidou, Normalien, enfin qui... Donc c'était un journal de gauche, mais assez pompidolien, l'Express, vous voyez. Alors, parmi tous les hommes politiques, oui, et parmi aussi les journalistes que vous avez rencontrés, dont vous parlez dans le 2e volume de vos mémoires, quel est celui dont nous pourrions parler le premier? De quoi? Des journalistes? Non, des hommes politiques. Ah, des hommes politiques? Ben, dans ce livre-là, si je parle de la chronologie, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui était élu en 95, parce que après 14 ans de mitterrandisme, on savait que ce n'était pas la gauche qui pourrait être élue. Donc c'était son moment. D'ailleurs, il était élu avec la bénédiction, comme je le raconte, de François Mitterrand, qui... lui rendait l'appareil. Oui, et surtout, oui, parce qu'il avait... Jacques Chirac, sa grande blessure, ça a été 88, parce qu'il estimait avoir, pendant cette cohabitation, bien dirigé la France, remis un peu de l'ordre dans l'économie, fait des privatisations avec Édouard Balladur, supprimé l'impôt sur la fortune, parce que... fait des choses, évidemment, qui révulsaient la gauche, mais qui étaient nécessaires pour le pays, surtout au moment où l'Allemagne supprimait l'impôt sur la fortune, tout ça, et faisait qu'il croyait être élu. Et c'est vrai que quand on suivait sa campagne en 88, les meetings étaient enthousiastes. Il y avait des foules immenses. Et d'ailleurs, moi maintenant, j'en ai pris, depuis 81, d'ailleurs, la leçon, c'est-à-dire qu'un meeting réussi n'équivaut pas à une élection. Ça, et alors là, il faut bien se méfier. Donc, ce n'est pas la peine de dépenser autant d'argent parce que ça ne prouve rien. Et ça n'entraîne aucun vote, moi, je suis sûre. Vous voyez, ça fait plaisir aux militants, mais rien de plus. Et il a été élu en 95, mais il est arrivé au pouvoir, et c'est ça qui m'avait marqué, fatigué. Et probablement un peu dépressif, parce qu'il venait de subir 8 années difficiles. D'abord cet échec contre Mitterrand qu'il avait, où tous les autres après ne croyaient plus en lui, quoi. Et dans le fond, ni Balladur... Sa traversée du désert. Ni Balladur, ni Pasqua, qui avait tellement œuvré pour qu'il soit le patron, prenne la tête de l'UNR, devenu RPR. Il a senti qu'on ne le regardait plus avec faveur. Et puis, il y a eu les drames personnels de sa fille qui a voulu se suicider, qui s'est jetée par la fenêtre, qui était cette fille aînée, brillante, anorexique, qui ne s'est jamais guérie de son mal et dont il ne parlait jamais. Et puis, il y a eu le mariage de Claude, et puis la mort suspecte, le suicide du mari 6 mois après, alors qu'elle l'a épousé, ils sont partis en voyage de noces, elle est revenue, ils n'ont jamais vécu ensemble. Donc,
c'était quand même, moi je dis, c'était un mariage d'amour parce que les deux aimaient Jacques Chirac, quoi. C'est ça. C'était un truc, d'ailleurs tout le monde avait dit. Et puis il y a eu cette trahison, entre guillemets, d'Édouard Balladur, qui, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, est devenu un Premier ministre très populaire. Donc tout ça, il est arrivé harassé au pouvoir, et surtout, alors qu'il arrivait, qu'il réalisait un rêve, finalement, probablement, d'être président de la République, il s'est aperçu qu'être à l'Élysée, on était enfermé, et qu'il n'avait plus aucune liberté. Et alors Le Monde avait dit de lui, Oui. en parlant de sa politique, de sa personnalité, la mollesse hésitante. Est-ce que ça vous paraît convenir? C'est pas tout à fait ça. C'est Chirac. C'est l'histoire d'un garçon qui a assisté Pompidou en 68 et qui s'est dit, les Français, c'est un peuple fragile et surtout éruptif. Et comme il n'avait pas vu arriver mai 68, qui est arrivé à un moment où il y avait 5% de croissance, où vraiment Pompidou faisait l'industrialisation de la France, où les jeunes trouvaient un emploi un mois après, même sans diplôme. Vous voyez, c'était... Donc, cette espèce de folie, parce qu'il y a eu partout, au même moment dans le monde, des mouvements d'étudiants, mais ça a duré ce que ça a duré. Il y avait les mêmes foules, il y a eu des drapeaux brûlés contre les Américains, il y a eu des voitures brûlées, mais jamais le pouvoir a été autant ébranlé. Il y a un moment où même on a cru que le départ de De Gaulle, c'était comme s'il avait entériné sa fin d'une certaine manière. Il s'est repris, mais c'était ça quand même, voyez. Donc il a eu tellement peur de ces foules que lui, il dit rien faire qui puisse mettre les gens dehors, et surtout pas les jeunes. Surtout pas les jeunes. Donc lui, c'était un réformateur. Lui, il pensait que avec des subventions, on réglait le problème. D'abord, il avait été élu en Corrèze. Ouais. Il était le Père Noël, mais dans la Haute, il y avait les subsides de l'État. Hein, voilà, il distribuait à tout va. D'ailleurs, c'était Marie-France Garot qui disait... Comment sait-on en Corrèze que l'on entre dans la circonscription de Chirac? Il faut lever le pied parce qu'il y a 15 cm de goudron, voyez. Donc il a tellement donné des subventions. Et quand il était ministre, et Albin était ministre de l'Équipement à l'époque, il allait le voir toutes les semaines. Alors non pas pour lui demander des grosses sommes, mais chaque semaine, une somme. Vous voyez, l'équivalent de... Albin Chalandon, qui était ministre à ce moment-là. Qui était ministre de l'Équipement. Et qui était votre compagnon. Qui était mon compagnon. Et il allait le voir, et il m'avait raconté, au bout de l'année, je me rencontrais que c'était le député à qui j'avais donné le plus de choses. Vous voyez, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, il s'est toujours dit que... Donc, il ne comptait pas, et il avait la subvention facile. Mais alors... oui. Son caractère, comment le jugeriez-vous? Mais moi, je crois que c'est quelqu'un qui est arrivé... c'est quelqu'un de chaleureux, de... Est-ce que c'était vrai il était en surface très chaleureux, oui. Mais quelquefois plus chaleureux avec des gens qu'il ne connaissait pas, et pour lesquels, par exemple, il pouvait passer une demi-heure, mais plus que ça, une journée à chercher une place à l'hôpital pour l'enfant de la concierge de l'immeuble à côté, ou pas du tout, on lui signalait qu'il fallait. Donc se donner mes corps et âme pour aider les gens. Hein. Je l'ai vu en Corrèze, j'avais visité avec lui. Il a créé, on n'en parle pas, mais il a créé, maintenant je crois qu'il y a 5 grandes maisons pour les handicapés. Il faut avoir vu Jacques Chirac, et c'était même avant que sa fille tombe malade, voyez, au chevet d'un enfant gravement handicapé, la façon dont il lui parlait, la douceur qu'il avait, voyez. Et cet enfant, on sentait que ça le calmait, c'est l'empathie, vous voyez. Donc il avait de l'empathie. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a tellement subi, qui a mené des bagarres contre Giscard, ses défaites successives, la trahison des siens, Balladur auquel il avait tout donné, Pasqua qu'il a peut-être traité comme un moujik et qui s'est vengé, tout ça. Il est arrivé, puis ses malheurs personnels, il est arrivé fatigué au pouvoir, déprimé, et n'est pas sorti de cette dépression, vous voyez. Mais... Et du coup, il finissait par être, je crois, fondamentalement indifférent à tout. Voyez. Alors, on ne peut pas dire ça de Sarkozy. Comment On ne peut pas dire ça de Sarkozy. Et d'ailleurs, dans cette histoire de Chirac, moi, je crois qu'on n'a pas assez rendu hommage à Bernadette, que sa fille a voulu écarter
Oui. en 95 parce qu'elle trouvait qu'elle faisait ringarde. Et c'est vrai que la première scène que je décris de l'arrivée pour l'intronisation de Jacques Chirac à l'Élysée, où elle arrive sur le tapis rouge, et c'est vrai, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, elle avait forci, elle se tord le pied. On se dit, c'est pas glamour, quoi. Ouais. Surtout que le Figaro Magazine avait dit, avec Chirac, la France prend un coup de jeune. Alors là, oui. Et Claude s'est dit, avec ma mère, Ouais. elle est ringarde, il faut l'écarter. Donc elle a tout fait pour l'écarter. Oui, vous l'expliquez très bien Oui, dans votre livre. oui, oui. Ouais, ouais. Et donc, elle, quand on C'est voit... quand même la méchanceté suprême. À ce niveau de politique, Mais on oui, a puis Bernadette me disait, mais pas de quartier. ma fille me pique mon mari. Vous savez, je raconte que en 95, 3 mois après l'élection de Jacques Chirac, où elle était vraiment écartée de tout, je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire une interview, parce que j'interviewais des femmes exceptionnelles pendant tout le mois d'août, et je l'avais mise sur ma liste, et elle m'avait dit, mais comment ça m'intéresse? Donc elle m'avait donné rendez-vous, j'étais arrivée à l'Élysée, et je dis, je voudrais voir Madame Chirac, j'ai rendez-vous avec elle. Et on m'amène chez Claude. Ah, je dis, ah ben non, non, je veux Madame Chirac. Donc j'étais arrivée en retard, et elle m'avait dit, mais vous ne saviez pas que le président était veuf. Voilà. Mais pendant que nous discutions, il a appelé 3 fois. Et elle lui dit, mais Jacques, et pof, elle lui raccrochait au nez. Elle dit, voyez, toute la journée, c'est comme ça, d'un air de me dire, on m'écarte, mais il ne peut pas se passer de moi. Et où je l'ai trouvée admirable. Alors Elle s'est bien rétablie quand même. Mais elle s'est bien rétablie, mais le travail qu'elle a fait pendant la cohabitation, et elle était contre la dissolution, je peux vous dire. Et donc elle maudissait Villepin, qui était le grand inspirateur de Chirac. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, on a fait la dissolution pour remettre Juppé en selle, alors qu'il était un premier ministre très impopulaire, parce que Chirac ne voulait garder que lui. C'est quand même extraordinaire. Mais il y a eu une espèce de folie. Et je me souviens, après la dissolution d'une réunion, il y avait tous les députés sortants, dont 220 allaient être battus, vous voyez, qui étaient sûrs de gagner. Et moi, Villepin m'avait dit qu'on allait tous les battre, y compris les baladuriens, et qu'allait surgir une majorité pure et chiracienne pure. Et puis la gauche est arrivée, quoi. Donc il y a eu 50 cohabitations, vous voyez, pendant lesquelles Chirac... Alors là, voilà, il s'est mis à bouffer, à grossir. Il avait pris 20 kilos à un moment. Il a remaigri. Bon, et c'est là où je pense qu'il s'est fabriqué toutes les maladies dont il a souffert. Mais on n'imagine pas le travail de Bernadette Chirac pour conspirer à la réélection de son mari. Parce que les pièges jaunes, ou le mal qu'elle se donnait, vous voyez, où elle allait de ville en ville, recueillir de l'argent, et après, elle venait chaque année à la télévision pour dire à quoi avait servi cet argent. À faire des chambres dans les hôpitaux pour les parents qui avaient un enfant malade, pour créer des maisons d'enfants anorexiques. Il y a 70 maisons qui ont été créées pour améliorer le sort des personnes âgées, pour avoir des pompes à morphine, pour traiter la douleur qui était moins traitée avant. Hein. On laissait souffrir les gens. Donc elle a fait tout ça. Donc elle était extraordinairement populaire. Et donc elle me disait, vous savez, les Français croient que Chirac est le mari de Madame Pièce Jaune. D'un air de me dire, c'est moi qui suis populaire pour elle, pour lui, voyez. Dites-nous alors ce que vous pensez de la personnalité de Sarkozy. Ben, Sarkozy, je l'ai connu à ses débuts, vous voyez. Je l'ai vu à la mairie de Neuilly. Non, bien avant. Je l'ai connu en 75, le premier aux Assises de Lille, où il était venu. Il était un militant, gaulliste depuis 1 an. Et comme on avait vu qu'à peine arrivé, il avait pris le pouvoir à la permanence de Neuilly, organisait des shows, voilà, faisait venir les jeunes, était comme ça tout vibrionnant, on lui a dit, tu parleras aux Assises. Et à un moment où il y a un creux toujours dans les Assises, c'était après les discours de Debré qui parlait pendant 1 heure, 1h30 de Michel Debré, on était épuisés par ce flot de mots où il nous annonçait tous les malheurs qui pourraient nous arriver si on n'appliquait pas son programme. Enfin, il était assez fatigant. Et donc, on avait besoin de souffler. Et là, on avait dit, il y a 2 ou 3 petits jeunes qui vont parler. Et là, Sarkozy, qui ne connaissait pas, lui dit, bon, ben voilà, la place. Et là, on a vu monter ce jeune homme avec les cheveux un peu longs. Les militants commencent à se lever pour aller boire une bière et attendre. Et ils se sont rassis. Je les ai vus.
Et là, j'ai mesuré cet impact d'un jeune qui avait déjà il disait à tous les barons qui étaient là, qui disaient « Mais vous êtes mes idoles, je parle devant vous, mais c'est le bonheur du jour, parce que j'ai compris qu'être gaulliste, c'est être révolutionnaire. » Alors là, Couve de Murville qu'on traitait de révolutionnaire, vous voyez. Et donc, et les gens s'étaient rassis. Il a été applaudi à tout rompre. Et moi, j'étais avec mon ami Paul Gilbert. On avait été le voir à la tribune, à la sortie. C'est pas que je me suis dit, tiens, c'est le futur président de la République. Hein, ça, c'est pas vrai. Mais je me suis dit, celui-là, il a un talent particulier. Que tout de suite, Chirac a vu, il lui a demandé de venir à Matignon 3 jours après pour lui organiser une réunion avec les jeunes gaullistes, ce qu'il avait fait. Il avait fait un succès. Et pourquoi a-t-il échoué alors? Mais pourquoi il a commencé par... D'abord, Chirac, tout ce qu'a obtenu Sarko, c'est grâce à lui. Hein. La mairie de Neuilly, quand le maire est mort 3 mois après l'élection, même 2 mois après l'élection, bon, mais Pasqua venait d'arriver sur la liste, alors que lui, après ça, après ce succès à Nice, Peretti, le maire de Nice, qui a appris qu'il était de chez lui, de Neuilly, l'a pris sur sa liste. Et la première municipale, il était 37e, vous voyez, le dernier sur la liste. Et puis là, la fois suivante, quand il est mort, et Sarkozy avait 28 ans, mais pour cette élection-là, Pasqua, qui venait d'arriver à Neuilly pour y habiter, avait demandé à Peretti de le prendre sur sa liste. Et tout le clan municipal avait dit, mais non, mais on ne veut pas de lui comme successeur, quoi. On ne voulait pas de lui. Alors quand Peretti est mort et qu'il a fallu faire un tour pour désigner le maire, au départ, Sarkozy a dit, bon, ben, on va aller chercher Pasqua, puisqu'il est là. Puis quand il a vu qu'il n'en voulait pas, il a dit, mais après tout, moi, qui me suis donné tellement de mal, et c'est vrai qu'il était tellement présent, tellement actif, qu'on s'est dit, mais pourquoi pas? Et il a été élu. Mais c'était contre Chirac qui a essayé de le dissuader. Après, il a voulu être député. C'était Chirac soutenait quelqu'un d'autre. Il a dit, mais moi, c'est moi qui vais être élu. Alors, donc, il a forcé, il a été, vous voyez, il a dit, moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai obtenu moi-même. Mais après, Chirac a vu que c'était quelqu'un de tellement formidable qu'il s'est dit, bon, ben, il va me servir. Parce qu'un type comme ça, j'en ai besoin. Mais il pensait que c'était à sens unique. Vous voyez, que que Sarkozy était son obligé. Et donc, il a très, très mal vécu le fait que Sarkozy aille travailler avec Balladur, qui se préparait à Matignon. Et quand Balladur est devenu Premier ministre et en a fait un ministre, où il était à la fois ministre du budget et porte-parole du gouvernement, et très populaire, bon, mais Sarkozy, il est allé voir Chirac pour lui dire, je choisis Balladur. Et pourquoi a-t-il choisi Balladur? Parce que, d'abord, avec Balladur, il y avait un échange. Balladur l'apprenait à réfléchir. Tandis qu'avec Chirac, c'est Sarko qui apportait tout. Vous voyez? Catherine, il nous reste seulement 3 minutes. Mais c'est pas vrai. Et oui, ça passait trop rapidement. Oui. Un mot de la prochaine élection et peut-être de Emmanuel Macron? Oui, mais j'en parle très peu. Oui, je sais, j'en parle très peu par dans mon livre, aux personnalités. Sauf que, dans le fond, ça a été ce jeune homme brillant qui, une fois ministre, a compris que François Hollande ne faisait pas le poids. D'abord, 82% des Français ne voulaient pas qu'il se représente. Qui avait été maltraité par Valls, qui, voyant qu'il était brillant, populaire comme ministre, n'a pas voulu qu'il présente sa loi qui sera baptisée loi El Khomri, et voulant le priver croyant le priver d'une victoire parlementaire, l'a en fait protégé, parce qu'on a vu que la loi El Khomri, vraiment, a été très maltraitée dans les rues. Et donc, il a eu cette ouverture, et il a séduit tout le monde, parce que, moi je me souviens de son discours, il disait, pour une première fois, on ne va pas faire du passé table rase. On va prendre tout ce qui est bon à droite et tout ce qui est bon à gauche. Et ça, c'était très, très nouveau. Et c'était la promesse qu'enfin, il n'y aurait pas à chaque présidentielle, on casserait comme l'avait fait Hollande avec Sarkozy, comme avait pu le faire De Gaulle avec tout ce qui avait été fait, comme de Mitterrand avec le gaullisme et tout ça. Là, on allait unir, prendre ce qu'il y avait de meilleur en France. Après, ça s'est passé autrement. Voilà. Mais aujourd'hui, la France est anesthésiée par le Covid, par toutes les subventions qu'il a données.
On se dit, mais comment après ça, les Français qui voient l'argent surgir de partout, comme si c'était facile. Pour terminer, est-ce que Oui. ce sera la matière de votre prochain ouvrage? Je ne sais pas. Pour l'instant, je viens de terminer celui-là, oui. Et voilà. En tout cas, Oui. merci beaucoup d'être Mais c'est venu moi. dans cette émission. C'est Je moi. recommande vivement la lecture, non seulement à ceux qui sont passionnés par la politique française, mais en général à tout le monde parce qu'on apprend énormément de choses et très intéressantes. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Bernard. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.